Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dont le but est de vous résumer normalement tout ce que vous avez plus ou moins découvert par vous-même cette semaine concernant les transformations physiques. Alors c'est parti. Donc tout d'abord, avant de parler de transformation physique, il faut parler des états de la matière, hein. Donc chaque état de la matière, solide, liquide et gazeux, correspond en fait à un comportement différent des particules à l'échelle microscopique. Donc que ce soit des atomes, des molécules ou des ions, si on regarde comment elles se comportent, en fait elles ont un comportement extrêmement différent en fonction des états. À l'état solide, en fait, on se retrouve avec des particules qui sont très resserrées les unes par rapport aux autres, qui ne bougent quasiment pas, hein. Tout ce qu'elles font, en fait, c'est légèrement vibrer autour de leur position, hein. Et donc, plus ce solide va se réchauffer, plus elles vont vibrer fort, mais en fait, elles sont quand même toujours prisonnières entre elles, incapables de bouger. Lorsqu'elles vont changer d'état, si elles passent à l'état liquide, en fait, ces particules vont être à partir de là un petit peu plus libres de se déplacer, encore très gênées par leurs voisines, mais elles peuvent se mouvoir. C'est léger, mais elles peuvent se mouvoir. Par contre, cette fois-ci, l'état gazeux, ces particules sont toutes absolument libres de se déplacer, hein. On part même du principe, dans un cas idéal, que en fait, ces particules se déplacent sans même croiser jamais leurs voisines, ce qui n'est pas le cas, hein, mais voilà, elles sont totalement libres de se déplacer. Alors, il est, maintenant je pense que vous le savez, facile pour une substance de passer d'un état à l'autre, et c'est ça qu'on appelle une transformation physique, hein. C'est une transformation physique a lieu quand une espèce passe d'un état physique, solide, liquide ou gaz, à un autre, mais sans changer sa nature chimique, hein. De l'eau qui fond reste de l'eau. Alors, on a donné un nom à chacune de ces transformations physiques, vous en connaissez certaines, de liquide à gazeux, la vaporisation, de gaz à liquide, la liquéfaction, de solide à liquide, la fusion en général, ça va. Enfin bref, en tout cas, elles sont toutes à connaître, hein. Alors, on va donc ensuite aborder comment on écrit ces transformations. Vous allez voir que de temps en temps, on va devoir un peu se pencher sur ces transformations. Et pour ça, il faut savoir les écrire voilà, facilement. Pour le coup, c'est probablement l'équation de réaction la plus simple, hein, c'est-à-dire que vous notez la formule chimique de l'espèce qui était au début, et en fait, entre parenthèses, vous devez mettre à quel état se trouve cette substance. Une flèche pour dire que la transformation a lieu, vous remettez la substance à la fin, si c'est une transformation physique, c'est la même, et entre parenthèses, vous précisez à nouveau l'état de la matière. Alors à noter que cette parenthèse où vous précisez l'état, en fait vous devez le faire tout le temps maintenant. Même dans les équations de chimie, vous verrez ça, vous allez être obligé de le faire. Vous allez voir, c'est très important. Alors, une particularité de ces transformations physiques, lorsqu'il s'agit d'un corps pur, quand on prend par exemple un solide et qu'on le chauffe, donc sa température va augmenter forcément. Lorsqu'elle va atteindre sa température de fusion, vous allez avoir un long moment pendant lequel il va y avoir un mélange entre la phase solide et liquide. On prend l'exemple d'un glaçon, pendant qu'un glaçon fond, vous avez la partie solide, le glaçon, et la partie liquide, l'eau qui a déjà fondu. Et en fait, pendant toute cette phase où le glaçon devient liquide, eh bien, vous avez beau chauffer comme vous voulez, la température de l'échantillon ne va pas augmenter. Tant que l'échantillon n'aura pas complètement fondu, cette température sera fixe. Ensuite, lorsque tout sera devenu liquide, la température va recommencer à augmenter, et lorsqu'on va atteindre sa température de vaporisation, qu'on appelle en général la température d'ébullition aussi, vous allez avoir aussi, pareil, présence de la phase liquide et gazeuse. Et tant que le liquide n'aura pas complètement disparu, du moins il ne sera pas complètement transformé en gaz, eh bien la température ne changera pas. Si vous prenez l'exemple de l'eau, vous prenez un glaçon, vous mettez ce glaçon à 50 degrés, eh bien il va chauffer, il va atteindre 0 degré à un moment, et même s'il fait 50 degrés dehors, tant que le glaçon n'aura pas complètement fondu, et le glaçon et le liquide qui se trouve en dessous vont rester à 0 degré. Et il n'y a que quand le glaçon aura totalement fondu que l'eau va recommencer à chauffer. Si vous continuez à chauffer, l'eau va finir par atteindre 100 degrés, et tant que l'eau ne se sera pas complètement évaporée, eh bien l'eau va rester à 100 degrés. Le gaz aussi, d'ailleurs. Voilà, vous avez quelques exemples, par exemple des lacs de montagne typiquement qui ont beau être entourés, qui sont entourés de glace, et tant que le glacier n'aura pas complètement fondu, ben, l'eau liquide va rester à 0 degré. Elle ne descendra pas en dessous, elle ne va pas descendre au-dessus non plus. Vous avez la cohabitation entre guillemets entre les deux phases, donc l'eau est à 0 degré. Il arrive dans de rares cas qu'une eau peut descendre en dessous de 0 degré. On parle de métastabilité. C'est un phénomène qui est très drôle, c'est-à-dire que vous pouvez faire descendre un liquide en dessous, mais dans ce cas-là, il ne demande que ça de se solidifier, mais il lui manque quelque chose, il lui manque une petite perturbation pour effectivement geler.
Et en fait, il suffit juste de lui apporter une petite secousse, hein. Vous avez des vidéos comme ça qui traînent sur Internet, de gens qui ont réussi à faire ça, une bouteille d'eau liquide, où ils ont réussi à descendre en dessous de 0 degré, ils mettent un petit coup sec, et tac, vous avez la bouteille qui gèle instantanément. C'est très beau, très dangereux à l'état naturel, hein, mais très très beau à voir. Alors ensuite, petite précision, attention, vous avez 2 phénomènes qui se ressemblent énormément dans la vie quotidienne, hein. C'est la fusion, donc c'est-à-dire le passage de l'état solide à liquide, et la dissolution. Là, vous avez, hein, pour le coup, on a tendance à dire que quand on met du sucre dans l'eau et qu'il disparaît, on dit que le sucre il fond. Alors pas du tout, hein. En fait, le sucre, c'est dissous, c'est-à-dire que chaque molécule de sucre s'est séparée en fait pour se mélanger avec le reste du liquide. D'accord? Mais techniquement, si vous voulez faire fondre du sucre, il faut mettre le sucre sur, ben, vous vous rappelez du banc de Keuffler, là, ce banc qui est capable de chauffer, hein. Vous mettez le sucre à chauffer, et quand il va atteindre sa température, il va devenir liquide. Là, il a fondu, effectivement. Mais lorsque vous mettez du sucre et que vous le mettez dans l'eau, hein, ces molécules vont se disperser dans l'eau. Là, on dit qu'il s'est dissous. Voilà, attention, différence entre les deux notions. Concernant ces transformations physiques, hein, lorsqu'il s'agit de faire changer d'état un système, hein, soit il faut lui apporter de l'énergie, c'est le cas d'un solide, vous pouvez le voir au-dessus, hein. Lorsque vous avez un solide et que vous lui apportez de l'énergie, il va effectivement chauffer et se transformer en liquide. Dans ce cas-là, on dit que l'énergie transférée est supérieure à zéro, il a fallu donner de l'énergie, et dans ce cas-là, on dit que c'est une transformation endothermique. C'est par exemple, pour l'anecdote, hein, c'est le cas quand en ce moment on a des grosses vagues de chaleur, hein, en été, et on vous dit des fois de prendre une bouteille d'eau gelée et de la poser dans la salle à manger. Et en fait, comme faire fondre la glace qui est dans cette bouteille nécessite de l'énergie, eh bien la bouteille va aller chercher cette énergie dans l'air qui est autour. Et donc va légèrement refroidir l'air qui est autour. Dans les faits, la quantité d'énergie est très faible par rapport à la quantité d'énergie qu'il y a dans l'air. Donc en fait, on ne constate pas de grosses chutes de température, hein, mais l'idée est quand même là. A l'inverse, vous avez des transformations qui nécessitent que le système se libère d'une certaine quantité d'énergie. C'est le cas quand vous passez de l'état liquide à l'état solide, hein. La substance a besoin de se débarrasser de son énergie, de baisser en énergie, hein, pour se solidifier. Dans ce cas-là, hein, vous allez avoir une libération de l'énergie, hein. On dit que l'énergie transférée dans ce cas-là est inférieure à zéro pour dire que l'énergie quitte le système. Et on parle de transformation exothermique. Alors, ces termes-là sont à connaître parce qu'on va les voir aussi en chimie. Ils sont beaucoup plus dangereux en chimie. D'ailleurs, vous verrez, hein, une transformation exothermique en chimie est très dangereuse. Mais là, par exemple, pour la transformation exothermique, hein, vous avez des fois cet exemple en hiver, lorsqu'il va se mettre à neiger. Je sais que c'est rare, hein, mais ça arrive. Quand il va se mettre à neiger, on sent comme une légère. L'air se réchauffe très légèrement. En fait, il peut faire très froid et d'un coup, il va faire en apparence un petit peu plus doux. Eh bien, ça vient de là, hein, c'est-à-dire de l'eau liquide qui, pour se transformer en neige, hein, doit libérer de l'énergie. Et cette énergie, ben, du coup, se retrouve dans l'air et vous avez un léger réchauffement de la température. Voilà. C'est un exemple, hein, bon, vous en avez d'autres, hein, mais c'est un exemple assez peu perceptible, mais en attendant, hein, quand l'eau liquide devient solide, effectivement, elle doit relarguer son trop-plein d'énergie. Alors, maintenant, toute la question, c'est ben, quelle quantité d'énergie il faut apporter pour faire changer d'état un système, ou quelle quantité d'énergie il doit libérer. Eh bien, on s'est rendu compte que pour une substance, hein, vous avez, par exemple pour l'eau, vous prenez 1 kg d'eau, et on s'est rendu compte que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, tant que c'est à la même altitude, hein, à la même pression, eh bien, ce kilogramme d'eau, vous devez lui apporter une certaine quantité d'énergie pour qu'il change d'état. Cette quantité d'énergie-là qu'il faut apporter par kilogramme, on appelle ça l'énergie massique de changement d'état, ou on lui a donné aussi le nom de chaleur latente. Cette chaleur latente, hein, elle s'exprime donc en joules par kilogramme, c'est-à-dire quelle quantité d'énergie il faut apporter à chaque kilogramme de la substance pour qu'effectivement elle change d'état. Du coup, avec ça, on peut calculer la quantité d'énergie qu'il faut apporter à une substance pour qu'elle change d'état. C'est-à-dire que vous avez 3 litres d'eau, vous pouvez du coup facilement calculer quelle quantité d'énergie vous devez apporter pour qu'elle s'évapore. Voilà, c'est tout. On fera peut-être des applications en classe, rien n'est moins sûr, c'est pas le chapitre de l'année non plus, mais voilà, quand même assez intéressant. Sur ce, travaillez bien ces deux vidéos, hein, transformation nucléaire et physique, puisque je vous rappelle que vous allez avoir une évaluation cette semaine là-dessus. Bonne semaine, à bientôt.